Et je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir M. François Allaire, qui est le directeur de la Fédération québécoise des coopératives de santé, et M. Gabriel Sans Souci, qui est le vice-président de la Fédération et qui est aussi le directeur général de la coopérative de santé Le Rocher. Alors, je dirais sans plus tarder, messieurs, je vous donne la parole et quand vous aurez terminé, je reviendrai, je vais vous écouter bien entendu, mais je reviendrai pour animer les échanges. Alors, c'est à Excellent. vous. Merci beaucoup, Madame Saint-Charles. Donc, on s'est divisé la présentation, Gabriel et moi, en deux parties. Donc, je vais présenter le secteur coopératif en santé au Québec, mais très, très brièvement. Donc, après ça, Gabriel va embarquer avec les coopératives de santé, les ressources médicales, et je vais revenir avec les partenariats et financements. Et par la suite, il y aura une période d'échange, comme a dit Mme Saint-Charles. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la Fédération québécoise des coopératives de santé a été, dans le monde coopératif, on appelle ça organisée. Elle a été organisée le 12 juin 2018, mais les coopératives de santé n'étaient pas orphelines à l'époque, donc elles étaient regroupées avec les services à domicile. Donc, et par la suite, les services à domicile se sont scindés, se sont séparés, ont créé leur propre regroupement et les coopératives de santé ont fait de même. Donc, si on regarde le secteur coopératif en santé au Québec, en fait, il y a les entreprises d'économie sociale en services d'aide à domicile qui sont regroupées dans le réseau de coopération des ESAD, dans notre jargon. Donc, c'est à peu près moitié coopératif et moitié 50-50 coopératives et 50% au BNL. Donc, on parle d'une centaine d'entreprises de services à domicile. À l'opposé, on a les coopératives de paramédics, donc c'est les services préhospitaliers d'urgence qui desservent tout de même 40% de la population de tous les transports ambulanciers. Ils sont regroupés sous la Fédération des coopératives de paramédics du Québec. Et au centre, on a la Fédération québécoise des coopératives de santé, donc qui représente une quarantaine de coopératives de santé, mais dont 25 à peu près sont membres. Maintenant, Gabriel, je te cède la parole. Je vais faire avancer les diapos. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Comme ça a été mentionné, je me nomme Gabriel Sans Souci et je suis directeur de la coopérative Solidarité Santé Le Rocher à Grand-Mère, qui est un secteur fusionné dans Shawinigan, en Mauricie. Donc, je vais vous entretenir des coopératives de santé. François, tu peux... merci. Donc, les coopératives de santé, qu'est-ce que c'est? C'est principalement les citoyens qui se sont regroupés à la base pour venir combler des besoins dans leur communauté qui n'étaient pas répondus par le système de santé généralement. Donc, que ce soit la coopérative ici à Grand-Mère ou ailleurs sur le territoire, c'est généralement la même histoire. C'est un trou dans les services de santé qui est comblé par les citoyens qui se rassemblent pour venir créer un modèle coopératif qui permet de venir répondre à des besoins précis de la communauté. Cette coopérative-là est bien entendu constituée d'un CA qui est composé, oui, des usagers et futurs usagers des services, mais aussi de membres de la communauté. Donc, ça peut être soit des gens qui proviennent d'entreprises, ça peut être parfois des conseillers municipaux, ça peut être des gens qui ont un impact dans leur communauté et qui choisissent de se joindre au CA de la coopérative parce que la mission de la coopérative de santé partout sur le territoire est bien entendu de venir combler un besoin qui est essentiel pour l'ensemble des gens vivant sur le territoire. Donc, c'est rarement conflictuel comme création d'organisation. Et bien entendu, lorsque les coopératives réussissent à attirer dans leur secteur des médecins ou des professionnels de la santé, mais c'est certain qu'à ce moment-là, on tente de convaincre ces gens-là de siéger aussi au niveau du conseil d'administration
pour avoir la meilleure représentativité possible au niveau de la communauté. Donc, les coopératives offrent généralement des lieux de pratique à ces médecins-là et aux professionnels de la santé pour permettre que les services se donnent sur le territoire. C'est certain qu'il y a toujours une difficulté énorme et plus on est dans un milieu rural, plus la difficulté est présente à parvenir à attirer ces médecins-là parce qu'il y a une panoplie de règles au Québec qui compliquent la vie aux médecins pour choisir le lieu où ils comptent aller offrir leurs services. Ils sont généralement eux-mêmes victimes d'un système qui impose des localisations. Donc, il y a une limitation à ce niveau-là, mais les coopératives, beaucoup de coopératives parviennent quand même à tirer leur épingle du jeu là-dessus. Et à travers la coopérative, mais puisque c'est la communauté qui s'exprime, on peut venir combler des besoins que je dirais conjoints. Donc, oui, des médecins, oui, des professionnels de la santé, mais lesquels, ben, vu que la communauté siège, compose en fait une majorité du conseil d'administration, mais c'est certain qu'on vient toujours combler des services qui sont complémentaires. C'est très rare qu'une coopérative va venir devenir un compétiteur sur un marché qui serait déjà saturé. C'est généralement toujours l'inverse, en fait. Donc, voilà. Il est important de préciser aussi que être membre d'une coopérative de santé, c'est tout d'abord encourager un projet social dans son village, dans sa ville, pour tenter d'améliorer les choses, mais ce n'est jamais un engagement en soi, dans le sens où on n'a pas besoin d'être membre de la coopérative pour pouvoir bénéficier des services qui s'y donnent, par exemple auprès d'un médecin, puisque au Québec, l'accès à un médecin est universel et donc la loi exige que l'accès, lui, ne soit jamais limité. Donc, le membrariat à une coopérative n'a aucun impact sur l'accessibilité à un médecin, bien que ce soit sûrement la rumeur, la légende la plus persistante et la plus nuisible au niveau des coopératives, parce que c'est souvent ce mythe qu'il faut venir casser. Là, non, être membre ne donne pas accès à un médecin. C'est impossible, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les coopératives facilitent donc l'accès à un professionnel ou à un médecin, mais ne le fournissent pas. Et la majorité des coopératives, outre l'aspect curatif, se positionnent aussi souvent avec des services au niveau du préventif, donc organisation de conférences au niveau de la santé, aide à la prise en main de sa santé via divers moyens ou activités, par exemple des clubs de marche, etc. Et bien entendu, du fait que les coopératives viennent s'intégrer dans l'organisme précis d'une région, ben c'est certain que ça vient contribuer à une meilleure répartition des effectifs médicaux, puisque les coopératives offrent des possibilités de venir pratiquer en région, lorsque c'est juste en région. En région, lorsqu'on est en région, ou en ville quand c'est en ville, mais offrent des endroits de pratique qui n'existeraient pas autrement et donc qui permettent un devenir meilleur pour chacune de ces secteurs-là. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que c'est toujours à travers une responsabilisation citoyenne. Et donc, ce n'est pas l'État qui décide de ce qui va se passer, mais bien les citoyens qui disent « nous existons et nous avons besoin de ces services dans notre région ». On peut changer de diapositive, François? Peut-être dire, Gabriel, oui. Si tu permets, oui. que, première chose, il y a des études qui ont été réalisées donc, et qui démontrent clairement que lorsqu'une coopérative de santé s'implante dans un territoire, l'activité économique ou ce territoire-là qui était dévitalisé peut-être dans certains cas, retrouve dans le fond une santé socio-économique donc assez rapidement. Aussi peut-être juste ajouter, Gabriel, que le nombre total de bénévoles dans les conseils d'administration, donc c'est une étude qu'on a réalisée en 2021, il y a 374 bénévoles qui travaillent à diriger ces coopératives, qui administrent ces coopératives de santé. Ouais. Puis non seulement les conseils d'administration, la plupart des coopératives ont bien entendu une banque de bénévoles
qui sont toujours prêts à venir donner un coup de main. Donc, un chiffre fixe qui est de 374 pour les conseils d'administration, mais le nombre doit être beaucoup plus faramineux si on compterait tous les bénévoles spontanés qui peuvent venir donner des coups de main à gauche, à droite pour venir aider. Ce que François mentionnait est quand même assez important aussi au niveau du facteur économique, parce que c'est certain qu'une région qui finit par se dévitaliser en termes de services médicaux va nécessairement connaître beaucoup de problèmes au niveau de sa croissance, parce que les jeunes familles et même en fait la population en général ne voudra pas demeurer dans un lieu où on doit faire des heures pour aller voir un médecin, parce que c'est le cas dans certains endroits au Québec. Donc, du moment qu'on crée une coopérative de santé puis que cette dernière est capable de parvenir à ses fins, d'attirer des ressources médicales, c'est certain qu'au niveau économique, tout le monde gagne parce que le recrutement d'employés est définitivement facilité à travers ça. Dans la nouvelle fiche qu'on voit ici, dans le fond, on explique un peu la répartition au niveau des bassins de population couverts par les coopératives. Donc, on peut voir que sur la carte, les coopératives vont de tout à fait à l'ouest jusqu'à très loin à l'est, le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, on peut voir que 33% des bassins couverts sont des situations où il y a moins de 15 000 habitants et que de 15 000 à 25 000, on a un autre 33%. Ce qui vient à dire que 65% des populations qui sont aidées par les coopératives sont des endroits où il y a 25 000 habitants et moins. Donc, on voit que à travers ça, que les besoins sont généralement dans des plus petites communautés, parce que malheureusement, on est dans une situation au Québec où dans les dernières années, 10, 20, 30 ans, on a beaucoup privilégié de tout rapatrier vers les hôpitaux et de prendre les cellules. Le fameux médecin de village qui existait partout au Québec environ a tranquillement disparu parce que ces médecins de village-là se sont fait dire non, ça n'existe plus des médecins de village, venez faire du temps à l'hôpital. Donc, malheureusement, tout ça a mené vers les coopératives de santé, en quelque part. Puis on peut voir que ce n'est pas un phénomène qui se limite nécessairement non plus aux villages et aux villes de moins de 25 000 habitants, parce que quand même 17% des coopératives qui sont implantées dans des milieux où on parle d'un bassin de 100 000 de population et plus. Donc, oui, quand même une majorité d'endroits où il y a moins d'habitants, mais même dans les grands centres urbains, on peut voir qu'il y a un intérêt pour le modèle coopératif qui, rappelons-le, permet de venir répondre aux besoins précis de la communauté, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque ça arrive par le haut. On peut aussi voir dans la fiche qu'il y a 281 000 dossiers médicaux qui sont présentement traités par des médecins qui travaillent au sein de coopératives. Et on peut voir au niveau du membership actif qu'on était à 105 000 en 2020 et à 107 000 en 2021, donc une très légère croissance. Mais ça donne quand même une idée qu'au Québec, il y a au moins 100 000 personnes qui croient au modèle coopératif et qui le soutiennent année après année. Oui. Avez-vous autre chose à ajouter, François? Oui, en complément. En fait, je ne sais pas si on va voir la donnée, mais 60% des coopératives qui ont été créées, c'était à la suite du départ du médecin ou de la médecin, souvent le médecin à l'époque, du village. Donc, une fois qu'il quitte, la population se prend en main, crée un comité, puis font des démarches là, pour avoir un emplacement pour accueillir des médecins et autres professionnels de la santé. Et une autre donnée intéressante, ici, on a le nombre de membres actifs 2020-2021. En 2018, il y avait 90 000 membres. Donc, quand même, c'est quand même intéressant de voir la croissance et de voir que les citoyens croient en ce modèle d'affaires. Puis, à titre d'exemple, très précisément, chez nous, à Shawinigan, la coopérative a ouvert ses portes en 2011. À l'époque, il n'y avait eu aucun médecin qui était arrivé à Grand-Mère entre 1991 et 2011. Et depuis l'ouverture en 2011, on est rendu à 21 médecins et un pédiatre qui sont venus, et une dermatologue qui sont venus s'installer
Au niveau de la clinique médicale, là, je saute le détail sur toutes les autres cliniques qui ont ouvert ici, parce qu'il y en a eu, il y en a quand même eu 8 autres, mais c'est quand même assez impressionnant de voir quand on offre la possibilité aux professionnels de la santé et aux médecins de faire autrement, comment cette main tendue-là est souvent prise. Donc, on voit ici une enquête qui a été menée en 2021 par la Fédération, suite à une enquête aussi qui avait été menée en 2018. On va se concentrer sur celle de 2021. C'est un sondage qui a été rempli par 1200 usagers des cliniques médicales qui se trouvent dans les coopératives. Donc, des gens qui peuvent être membres ou qui peuvent être non membres. Donc, c'était vraiment aux gens de répondre s'ils le désiraient. Il y a eu 1200 réponses, ce qui est quand même très bien. Donc, si on fait le tour un peu, on peut voir que 91% des répondants ont souligné que ça permettait d'augmenter la qualité de vie des résidents dans la communauté, que 92% ont souligné que la coopérative a su s'adapter aux besoins du milieu et que 89% ont vu cela comme un carrefour de soins de santé. Donc, ce qu'on disait un peu plus tôt, là, ça se vérifie dans les chiffres. Aux yeux des gens, membres ou non membres des coopératives, l'impact en termes de création de pôles santé qui permettent d'augmenter la qualité de vie, de répondre aux besoins du milieu, bien, ça se vérifie concrètement au terrain. Ensuite, au niveau de l'ancrage dans la communauté, mais il y a quand même 65% des répondants qui voyaient les coopératives comme des moteurs économiques pour leur région et 59% qui le voyaient comme un outil de rétention de la population. Donc, c'est quand même beaucoup de gens qui voient leur coopérative comme quelque chose qui est important pour la région et non pas un autre acteur du milieu. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se distingue ici, puis c'est que la coopérative est là pour aider à améliorer sa région. Donc, non plus seulement la santé des usagers, mais la santé de sa région. Au niveau de la démocratie et des possibilités de participer aux décisions, on voit qu'il y a du travail à faire parce que c'est environ un usager sur deux qui voit les coopératives comme donnant l'occasion à ses membres de s'impliquer dans les décisions et qui voit que les membres peuvent s'impliquer aussi au niveau des choix et des services produits, etc. Donc, c'est bien, mais ça nous a permis de voir qu'il y avait encore un chemin à faire pour s'assurer que les gens comprennent, parce qu'il y a encore une mauvaise perception des fois où les gens moins informés pensent que les coopératives sont gérées par les médecins ou par les professionnels de la santé ou par le gouvernement, qu'on reçoit des subventions alors qu'on n'en a pas de subventions. Il y a beaucoup de... Moi, je dis toujours, là, quand quelqu'un n'est pas informé, ne se fait pas renseigner, mais il y a toujours le recours de lui-même décider de ce qui se passe. Généralement, c'est ce qui se passe, c'est que les gens, à court d'informations, décident par eux-mêmes ce qui est la réalité de la chose sans avoir la bonne information. Donc, il y a quand même un travail à se faire à ce niveau-là. En termes de services de proximité, on peut voir que 90% des répondants ont jugé que les coopératives permettaient d'offrir des services de santé de proximité et 80% ont jugé que cela donnait accès aux personnes âgées ou vulnérables des accès à des services de santé de proximité dans leur domicile. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas clamer à être un modèle intéressant si on ne vient pas répondre précisément à ça. Parce que les coopératives, je me répète, mais les coopératives, notre but, ultimement, c'est de s'implanter dans un milieu en provenance de ce milieu pour répondre aux besoins du milieu. Et donc, si ces chiffres-là avaient été plus bas, il y aurait eu quelque chose à réfléchir et à s'inquiéter, mais on voit que les gens le perçoivent bien. Hein? Une coopérative, c'est là pour venir aider sa communauté en offrant des services de proximité. Hein? Je vais donner un autre exemple ici à Shawinigan. Ben, il y a des services qui sont ouverts à la coopérative dans les 10 dernières années qui demandaient auparavant de se rendre ou bien à l'hôpital à Shawinigan-Sud, qui est à une vingtaine de minutes d'auto, ou encore à Trois-Rivières, 30, 40 minutes d'auto. Puis là, quand je vous parle de ces distances-là, ben, je vous parle à partir de la coopérative. Il y a des gens qui devaient partir de plus loin que ça, au nord de Shawinigan. Puis il y avait le choix de descendre jusqu'à Trois-Rivières ou monter jusqu'à La Tuque. À moins que ce soit descendre à La Tuque. Donc, monter à La Tuque. Donc, on vient vraiment s'ancrer dans le milieu pour offrir des services
de proximité aux gens. Puis ces services-là sont généralement absents ou très réduits dans la communauté. Finalement, l'enquête a permis de voir au niveau des effectifs médicaux que 62% des répondants jugent qu'il y a une meilleure répartition des effectifs médicaux sur le territoire et que 60% jugeaient que ça permettait aux médecins de se concentrer sur leurs fonctions. Hein? Moins de papier, plus de patients. Malheureusement, il y a beaucoup de médecins dans le système actuellement qui sont noyés dans les papiers. Récemment, là, à Bécancour, sur la Rive-Sud, ici, la Rive-Sud de Trois-Rivières, il y a un médecin qui a annoncé qu'il quittait parce qu'il jugeait que 30% de son temps seulement était pour voir des patients et que le restant était pour faire de la paperasse. Bien, dans les coop de santé, généralement, on essaie d'aider à réduire ce phénomène-là et avoir moins de gestion administrative pour que le médecin puisse se concentrer sur son patient. Et bien entendu, mais au niveau de la répartition des effectifs médicaux, ben, dès qu'on arrive dans un milieu où il n'y avait plus de médecins, comme le disait François, où il y a eu un départ de médecins, ben, c'est certain que du moment qu'il y a un nouveau médecin ou une nouvelle ressource médicale, professionnelle de la santé qui arrive sur le territoire, ben, les gens le remarquent tout de suite parce que la qualité de vie augmente automatiquement. Veux-tu préciser autre chose, François? Non, ça va, je trouve que c'est excellent. Parfait. Tu as fait un bon portrait. Tu peux passer là, sur les ressources médicales. Donc, en plus chiffré, là, si on veut, dans les coopératives de santé, au dernier relevé, on peut voir qu'il y avait 122 médecins qui travaillaient à temps plein dans les coopératives et 84 qui le faisaient à temps partiel. Bien entendu, ces médecins-là relèvent encore de la RAMQ et ne sont pas des médecins qui travaillent au privé. Là, on parle vraiment de médecins qui sont payés par la RAMQ. Les coopératives ne payent pas les médecins, ce n'est pas ça le modèle. Et on peut voir que de ce nombre, 60% étaient affiliés à un GMF, 40% ne l'étaient pas. Généralement, ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas automatique, mais ceux qui ne le sont pas, généralement, n'ont juste pas les possibilités d'atteindre les statistiques de base exigées par le ministère qui demandent de mémoire 2 ou 3 000 patients. C'est 6 000. 6 000 maintenant, non. Ouais. Donc, le 6 000 patients est inatteignable pour un médecin seul. C'est un bassin de 6 000 patients pour le GMF. C'est ça. C'est ça. Puis le GMF pourrait être créé via 2, 3 médecins qui ne seraient pas nécessairement dans la même clinique, mais il faut une certaine distance tout de même. Là. Mais c'est certain que ce modèle-là n'est pas du tout adapté à de petits milieux. Quand on parlait de la fin de l'existence des médecins de village, là, on est dedans. Là. On a un modèle qui est mis de l'avant par l'État, qui est les GMF. Puis François pourrait le dire 1000 fois mieux que moi, mais toutes les fois où la Fédération a eu des communications avec l'État, malheureusement, on est souvent renvoyé vers le modèle GMF, pas par une méchanceté ou peu importe, là, mais vraiment juste parce que la référence dans le système, l'écosystème québécois, présentement, c'est le GMF, c'est le modèle par excellence, si on peut dire, au niveau du gouvernement. Puis nous, ben, on essaie de leur faire comprendre qu'il y a moyen de faire autrement, faire mieux, faire définitivement plus adéquat et plus implanté dans le système, ne serait-ce qu'au niveau de la gouvernance des GMF. Parce qu'à la fin, un GMF, c'est des médecins qui s'associent en nom collectif pour créer une entité privée qui a un GMF. Privé, mais public, parce qu'ils travaillent pour l'État, mais le GMF en lui-même est privé. Sinon, on peut voir que 13 infirmières à temps partiel et 41 infirmières à temps plein étaient fournies par la RAMQ de santé intégrée. Donc ça, c'est des ressources qui sont fournies au GMF à travers le modèle. Donc, plus on monte en patient dans le modèle GMF, plus on monte de niveau. Et plus on monte de niveau, plus on a accès à des ressources financières et des ressources humaines pour venir répondre aux besoins des usagers. Donc, on peut voir ici là, comme ça. Donc, voilà. Au niveau des services médicaux offerts dans les coopératives, on peut voir que 94% des coopératives offrent des consultations médicales avec rendez-vous. 50% en offrent sans rendez-vous. 22% offrent des services d'urgence et 72% offrent des services de prélèvement sanguin et autres. Donc, il y a une certaine panoplie de services qui s'effectuent. Et
beaucoup de ces services-là, lorsque ce n'est pas le médecin qui est en jeu, est offert par des infirmières qui sont rémunérées à même le budget de la coopérative. Donc, on peut voir là, que ce soit des infirmières auxiliaires, techniciennes, cliniciennes, praticiennes, qui est finalement associé au diplôme là, de la personne allant du DEP jusqu'à la maîtrise. Là. Donc, on peut voir les chiffres ici là, qui sont quand même assez importants, surtout si on les compare avec ceux de gauche là, dans le tableau des ressources fournies par la RAMQ en termes d'infirmières. Donc, on peut voir 38, 40, on a 50 infirmières temps plein, puis on est à 27 infirmières à temps partiel. Donc, on voit que la plupart des infirmières en coopérative sont payées par les coopératives. C'est bon. Et donc, on arrive dans la prochaine fiche. Donc, oui, c'est ça. Donc, oui, dans les coopératives, on retrouve plusieurs types de professionnels de la santé, outre les médecins et les infirmières. Donc, on a ici à gauche là, un tableau, je ne passerai pas à travers, mais on peut voir que environ tout ce qui existe de profession médicale au Québec peut se retrouver dans le modèle coopératif, soit à travers des employés fournis par l'État dans les modèles GMF, soit via des embauches de la coopérative, soit via des locations, parce que je n'ai pas le chiffre, peut-être que François l'a, mais plusieurs coopératives sont propriétaires de leurs bâtiments et donc ont des locaux alloués à des professionnels de la santé. Comme je mentionnais ici, là, on a un 60 000 pieds carrés qui est occupé par 9 cliniques. Et donc, on a une variété importante de professionnels de la santé qui viennent travailler à grand-mère et offrir des services. Oui, malheureusement au privé, on aimerait que tout soit au public, mais il faut trouver une balance dans tout ça et avancer avec la réalité de l'époque. Mais la plupart des coopératives qui ont un bâtiment qui leur appartienne offrent de louer ces locaux-là là, pour des professionnels de la santé. De mémoire, je pense que c'est 40 qui sont propriétaires. Puis, on peut voir à droite au niveau des services de prévention offerts par certaines coopératives, donc du yoga, des conférences variées, de l'art-thérapie, des groupes Hand-Sky, des clubs de marche, clubs de course, cliniques sur la nutrition. Donc, c'est quelques services, mais il y en a plus. C'est quelques services qui reviennent plus souvent dans les coopératives, puis qui permettent aux membres et parfois aux non-membres, là, tout dépendant du service et de la coopérative, de éviter d'avoir recours aux professionnels de la santé ou aux médecins, parce qu'on n'en parle pas très souvent au Québec, là, mais on devrait beaucoup plus axer sur le préventif que sur le curatif. Il y a une transition qui serait plus qu'intéressante à faire parce que malheureusement, on gère la santé en gérant les malades et non pas en aidant les gens à éviter d'être malades. Ce que les coopératives essaient de faire dans une moindre mesure parce que vu que, comme nommé plus tôt, on n'a pas de financement au niveau de l'État. Le financement des coopératives provient principalement, puis là, François va arriver là-dessus, mais vu que le financement n'arrive pas de l'État, mais bien à travers les membres de la coopérative, ça amène d'autres enjeux. Sur ce, François, à toi la parole. Oui, en fait, les partenariats puis le financement des coopératives de santé, ça, c'est une étude, c'est issu de données de 2018. On s'est rendu compte que en démarrage, c'est la barre qui est en gris. Donc, ici, au démarrage, les contributions des membres sont moins importantes. Puis là, on voit que les institutions financières prennent plus de place. Mais où que je veux attirer votre attention, c'est vraiment lorsqu'elles sont en opération. En opération, on le voit, donc c'est 50 des contributions annuelles des membres. Les contributions annuelles des membres peuvent varier. Dans certains cas, c'est zéro, mais c'est vraiment la minorité. Et le plus haut, c'est autour de 140 pour une moyenne, on dirait, à peu près de 70 par année par personne pour être membre d'une coopérative de santé. Et être membre d'une coopérative de santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire contribuer à ce qu'il y ait des espaces fonctionnels pour accueillir des professionnels de la santé, mais aussi
pour toute l'administration donc, de la coopérative de santé. Et si on reprend ici, donc c'est 50% des coopératives de santé pour leurs opérations qui sont financées par les contributions annuelles des membres et où que je vais attirer votre attention aussi lorsqu'elles sont propriétaires. Donc, c'est la location d'espaces commerciaux. Donc, on voit ici 80% du financement des opérations. C'est fait par la contribution des membres et la location d'espaces commerciaux. Actuellement, il y a quelques initiatives en cours pour soit agrandir des locaux commerciaux existants qui appartiennent aux coopératives de santé, ou soit pour acquérir aussi des bâtiments, donc parce qu'ils se rendent bien compte, les coopératives, que c'est un revenu qui peut être fort intéressant et ça leur permet de capitaliser aussi au fur et à mesure du temps. Il y a des ententes avec les municipalités aussi, où ça peut être des prêts de locaux, ressources humaines, matériel, subventions. Donc, on parle ici, il y a 42% des coopératives de santé qui ont une entente avec la municipalité. Et des ententes avec le centre intégré, encore une fois, ça peut être pour, oui, GMF, mais c'est aussi pour des ressources matérielles et des ressources humaines, donc toute autre forme d'entente, donc 72%, ce qui est quand même fort intéressant. On est déjà rendu à la période d'échange, mais peut-être qu'avant, je pourrais vous parler de quelques projets qu'on a mis en place. En fait, on a mis en place, on a réalisé des études, mais ce qui nous manque, c'est l'énergie pour pouvoir le mettre en place, l'énergie financière. On a réalisé une étude importante sur l'accès aux soins des populations vulnérables. On peut prendre l'exemple de la coopérative de santé SABSA à Québec, au centre-ville de Québec, dans Saint-Roch, donc qui, eux, offrent des services de soins de santé à des personnes qui sont dans la rue, gros problèmes de dépendance ou VIH, hépatite, etc. Puis souvent, ces populations-là n'ont même pas de carte d'assurance maladie, donc pas de domicile fixe. Et c'est un peu le modèle qu'on voudrait voir implanté dans d'autres coopératives de santé. D'ailleurs, du côté de Gabriel, on avait validé certaines informations, voir est-ce qu'il y aurait un besoin populationnel. Et là, on a approché tranquillement le ministère de la Santé et les centres intégrés, donc, et on attend de voir s'il y aurait une réponse favorable. Mais ça, c'est juste un exemple de travaux qu'on fait pour pouvoir bien répondre aux besoins des communautés. Je referme la parenthèse et on prendrait maintenant des questions, des commentaires. Tout est bienvenu.